Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La campagne agricole est-elle menacée dans les cascades avec cette attaque massive de chenilles qui ont envahi les champs de maïs, de riz et de coton? Une invasion qui a suscité la distribution rapide de produits phytosanitaires aux producteurs pour faire face à la situation. La crise politico-économique vit le Venezuela a connu hier un nouveau palier avec la prise d'assaut du Parlement par des partisans de Nicolás Maduro, visiblement mécontents des débats qui se mènent dans cette institution dominée par l'opposition. Mais tout d'abord, le président de l'ONG française Action contre la faim, ACF, séjourne depuis lundi au Burkina. Thomas Ribemont est venu visiter les investissements réalisés par ACF au pays des hommes intègres. Il s'agit notamment d'un projet sur la malnutrition exécuté à l'est du Burkina. Cette visite a aussi pour objectif d'attirer plus de donateurs pour soutenir l'ONG. Jean-Eudes Bayala, Omar Zombré, reportage. Le président de l'ONG internationale Action contre la faim, Thomas Ribemont, est au Burkina Faso. Et cette soirée est organisée en son honneur pour lui souhaiter la bienvenue. La visite au pays des hommes intègres du président de ACF revêt un double intérêt. Je viens en tant que président de l'ONG Action contre la faim, à la fois pour rendre visite aux équipes sur place, mais aussi prendre la mesure des programmes dans ce qui va bien et ce qui éventuellement va un petit peu moins bien. Et puis on vient aussi dans le cadre d'un message de communication parce qu'il est important de sensibiliser nos concitoyens en France, mais au-delà, à la malnutrition qui peut avoir cours au Burkina. L'ONG Action contre la faim est présente au Burkina Faso depuis plus de 10 ans. Actuellement, ACF intervient dans la région de l'Est. Cette ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont l'État français. C'est une organisation non gouvernementale française, comme je disais, d'importance mondiale, et donc l'aide elle est apportée directement par l'État français à ACF à Paris, à son siège, et puis sur des programmes particuliers par l'Agence française de développement. Thomas Ribemont se rendra dans la région de l'Est pour constater de visu les projets mis en œuvre afin d'attirer beaucoup plus de bailleurs de fonds. Et pour réussir cette tâche, il est accompagné par la journaliste Audrey Pulvar, par ailleurs présidente de la Fondation Nature et l'Homme et ambassadrice de bonne volonté de ACF. Une opération de lutte contre les pesticides non homologués par le Burkina sera bientôt lancée par la Direction générale de la protection des végétaux. Une mesure dont les contours sont destinés à Koudougou au cours d'une rencontre. L'opération sera faite de sensibilisation à l'endroit des producteurs maraîchers afin qu'ils adoptent une utilisation conventionnelle des produits chimiques. L'accent est mis dans ce cas sur le respect des règles sanitaires et environnementales. Les précisions de Gérard Sommet et Draman Guéné de retour de Koudougou. C'est ici, à partir de Koudougou, que la guerre se prépare. La guerre contre l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides non homologués. Cet atelier doit proposer des plans d'action dans ce sens, mais déjà une opération coup de poing dans de brefs délais. Ceux qui sont dans la situation d'irrégularité gagneraient à faire repartir les produits qu'ils ont fait rentrer de façon frauduleuse sur notre territoire national. Parce que la réglementation est claire là-dessus. Nous avons la liste des pesticides homologués. Donc celui qui va agir hors de ce cadre réglementaire va être soumis à toute la rigueur de la loi. Au même moment, une sensibilisation s'impose dans les jardins. Des solutions doivent être proposées ici pour une utilisation idoine et sécurisée des pesticides dans les productions maraîchères. En culture maraîchère, nous avons énormément de pesticides qui sont déversés sur le territoire national, des pesticides non homologués, des pesticides obsolètes que les producteurs, par ignorance, en général, utilisent donc pour défendre les cultures qu'ils mettent en place. Alors, nous avons donc pris conscience de la dangerosité justement de cette pratique qui commence à constituer un problème de santé publique, un problème de santé animale et un problème même de destruction de notre environnement. Pour la Direction générale des protections végétales, l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides sont encadrés par un texte. Et après de multiples sensibilisations infructueuses, force doit maintenant rester à la loi. La campagne agricole a connu dans les cascades une attaque massive de chenilles qui ont envahi les champs de maïs, de riz
et de coton. Les 18 communes de la région sont touchées par le phénomène de chenille qui serait venu des Amériques selon des spécialistes. Face à cette situation, les services techniques de l'agriculture ont pris des mesures pour minimiser les dégâts comme la distribution gratuite de produits phytosanitaires. Hassan Gourabou à Addis Ababa à Bobo Dioulasso. La ravageuse, la voilà. Une chenille qui détruit tout sur son passage. Elle se nourrit uniquement de feuilles et pire, ce n'est pas n'importe lesquelles. Il s'agit de feuilles de maïs, de riz, d'arachide et même de coton. Lorsque la plante est en stade levé, alors donc ces chenilles coupent la base de la plante, entraînant effectivement les ressemis pour le producteur. Mais au niveau des stades montaisons, ça entraîne les défoliations, c'est-à-dire ça mange effectivement les feuilles. Et ceci, ce sont ces excréments, signe qu'elle est bien là, mais enfouie dans la zone de croissance du plant de maïs. Et même ces excréments seraient toxiques pour toute plante. Généralement, on trouve ces déchets-là au niveau de la cornée, la partie entonnoir de la plante. Alors, dès qu'il y a la pluie, alors ces parties, ces excréments-là seront infiltrés dans les feuilles et ils ont des toxines qui peuvent inhiber en tout cas la croissance de la plante. Ce que vous voyez ici comme dégâts dans ce champ de maïs par exemple, c'est le résultat de seulement 72 heures d'attaque. Sur une superficie de 5,5 hectares, ces chenilles ont semé la désolation. Toutes ces plantes touchées, qui sont encore sur pied, doivent leur survie à 2 séances de traitement, et ce, en l'espace de 2 jours. Au départ, j'ai moi-même payé des produits pour le traitement. Un traitement qui s'est avéré inefficace. C'est ainsi que j'ai fait recours aux techniciens de l'agriculture qui sont venus traiter avec leurs produits. À ce stade de la plante, si l'on poursuit les traitements, il y a de l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Cependant, le rendement lui sera en deçà des normes, foi des spécialistes. Dès que les chenilles attaquent la zone de croissance de la plante, en ce moment la plante meurt. Et si la zone de la croissance n'est pas attaquée, si c'est les autres parties de la feuille, ça entraîne les défoliations et ces défoliations vont effectivement entraîner en tout cas une faible photosynthèse qui va entraîner une baisse de la productivité de la plante. Et voici comment se passe le traitement. Une pulvérisation tous azimuts sur toutes les parties des plantes. Un traitement avec des produits phytosanitaires bien indiqués. Des produits qui sont offerts gratuitement aux producteurs. C'est une dotation de l'État, mais la prestation, elle est payante. Elle coûte 2500 francs CFA l'hectare. Dans les cascades, seulement 4 des 18 communes que compte la région ne sont pas pour l'instant touchées par le fléau. Et à l'heure actuelle, tous les efforts sont consentis pour sauver la campagne agricole 2017-2018. Nous avons également dit qu'il ne faut pas se limiter aux produits que le ministère met à la disposition des gens. Alors, on leur a donné des indications pour qu'ils aillent s'approvisionner et beaucoup ont commencé à le faire. Parce que si vous attendez que le dispositif intervienne forcément, bon, pendant ce temps, les chenilles continuent de faire des ravages. Mais à la question de savoir si ces produits permettent d'éradiquer définitivement le mal, la réponse suscite des inquiétudes. Nous ne pouvons pas dire que nous allons éradiquer la chenille dès cette campagne-là. Mais nous mettons tout en œuvre pour minimiser effectivement les effets. Et pourtant, cette chenille serait présente sur toute l'étendue du territoire burkinabé, à l'exception de la région du Sahel. Il serait donc impératif de trouver des moyens plus adéquats avant que le fléau ne mette à mal notre première richesse, l'agriculture. Le plan stratégique du Conseil supérieur de la communication, CSC, veut lui permettre de relever le défi de son développement institutionnel et optimiser ses performances. Et qui parle de performance parle forcément de la qualité des ressources humaines, d'où la formation des cadres de l'institution en management. La formation se déroule depuis hier à Lumbila. Les précisions de Jean-Eudes Bayala et de Kadisano. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, après l'adoption de son plan stratégique 2017-2021, veut rehausser le niveau de son top management. C'est dans cette optique que cette instance de régulation de la communication a initié cette formation au profit de ses cadres. Une formation qui a pour objectif de mettre à la disposition des participants des clés permettant de bâtir une vision forte et positive
en vue d'améliorer le pilotage stratégique du CSE. Le plan stratégique n'est qu'un outil. L'outil seul ne suffit pas. Il nous faut mobiliser les ressources. Et la première ressource, c'est le capital humain. C'est ce capital humain qui doit sécréter des actions concrètes. Mais comment amener ce capital humain à sécréter des actions concrètes? Cela ne passe que par la formation. Et donc nous pensons que l'acte 1 à poser dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique, c'est de renforcer les capacités du capital humain. Nous verrons des concepts comme la vision qui est le point de départ. Nous verrons comment justement s'auto-motiver, augmenter l'engagement individuel, donc collectif. Nous verrons comment changer nos paradigmes parce que ça reste finalement une question de paradigme, donc d'attitude. Cette rencontre de 3 jours va favoriser les changements indispensables et mobiliser le personnel autour des valeurs communes pour une mise en œuvre efficace du plan stratégique du CSE. 3 projets pour la construction des monuments et des musées de souvenirs des luttes des peuples au Burkina ont été récompensés hier par l'association Mémoire et Conscience. Ce sont là les 3 meilleures idées soumises à l'association. En marge de la cérémonie, l'annonce a été faite du lancement du concours d'architecture pour la mise en œuvre des idées retenues. Amado Ilbodo Ismaël Djiloma Sirima. Sur ce site de l'ancienne Assemblée nationale va se dresser un monument de souvenir de l'insurrection de 2014. Pour réaliser cette vision, un appel à idées a été lancé par l'association Mémoire et Conscience. 3 idées ont été retenues et par ordre de mérite, les intéressés ont reçu 600 000, 800 000 et 1 million de francs CFA. Cette initiative, bien qu'impulsée par Mémoire et Conscience, est un capital public. Elle appartient à tous les Burkinabés, à tous les Africains, à tous les citoyens du monde épris de liberté et de démocratie. Après l'étape des idées, il va s'en suivre un concours d'architecture pour tenter de les matérialiser. Et ce n'est qu'après cette étape que les coûts de construction pourront être évalués. Mémoire et Conscience appellera à la mobilisation de toutes et de tous afin qu'ensemble, nous rassemblions les moyens nécessaires à la réalisation du projet grâce à un financement alliant une quête populaire et la mobilisation de ressources de partenaires publics et privés. Ainsi, pour voir ce monument et ce musée, il faudra attendre un temps encore indéterminé. La question du temps n'est pas pour dans l'immédiat. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas un monument, ce n'est pas une œuvre qui va juste faire quelques années. C'est une œuvre dans la durée. Pour la réalisation de cette mission, l'association Mémoire et Conscience est en partenariat avec l'Assemblée nationale. En Libye, la ville de Benghazi est enfin libre. Après 3 ans d'intenses combats, les hommes du général Haftar ont réussi à chasser les groupes armés islamistes de la capitale de la Cyrénaïque. C'est le général Haftar lui-même qui a annoncé le succès de l'opération Dignité à la télévision. Il promet le retour de la paix et surtout la reconstruction de la ville de Benghazi qui a subi de grandes destructions. Concert de klaxons et scènes de liesse à Benghazi en Libye. Après plus de 3 ans de combats meurtriers, la ville a été libérée des djihadistes. Au printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé l'opération Dignité pour reprendre Benghazi. C'est non sans fierté qu'il a annoncé cette victoire à la télévision. À partir d'aujourd'hui, Benghazi va entrer dans une nouvelle ère de sécurité, de paix, de réconciliation, d'harmonie, de construction, de reconstruction. Les gens vont rentrer chez eux après la fin des restrictions, de l'injustice, de la peur et de la terreur. Nous nous félicitons de cette victoire et pour la libération des zones d'Akrebiche et Sabri et de toute la Libye. Dieu est grand, Dieu bénisse notre armée, Dieu bénit le général Haftar et merci au colonel Walid Boukamada. La crise au Venezuela a connu hier un autre épisode violent avec la prise d'assaut de l'Assemblée nationale par des partisans de Nicolas Maduro. Armés de bas de fer ou de bouts de bois, ils ont pris en otage pendant plus de 9 heures députés et journalistes, blessant 7 personnes au passage. Ces violences ont été condamnées par l'opposition majoritaire à l'Assemblée et par le président vénézuélien qui promet de mener une enquête.
Violence et prise d'otages au Parlement du Venezuela. Des partisans du président Nicolás Maduro ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, l'unique institution du pays contrôlée par l'opposition. Ils ont ensuite pris en otage des députés et des journalistes pendant 9 heures. 7 élus ont été blessés, de même qu'une dizaine d'employés. Le président de l'Assemblée, Julio Borges, a attribué cette opération à des groupes civils pro-gouvernement armés par l'exécutif, selon l'opposition. Quiconque voit ces images de l'Assemblée nationale peut se méprendre. Ils peuvent croire que nous faisons face à un gouvernement fort. Ils ont tort. Un gouvernement qui fait cela à son Parlement est un gouvernement faible, un gouvernement déchu, c'est un gouvernement lâche. Tout avait commencé par une manifestation et un discours du ministre de la Défense et du chef des armées devant l'Assemblée. Les forces de l'ordre ont fini par faire évacuer le Parlement à la tombée de la nuit, mais il a fallu plusieurs tentatives. La centaine de partisans du gouvernement et de Maduro détenaient des grenades assourdissantes et les faisaient exploser. Le président vénézuélien dit condamner cette action. La décision ou l'injonction du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies de libérer le général Djibril Bassolé est commentée aujourd'hui dans les colonnes des journaux. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. L'affaire Djibril Bassolé, le Burkina ballotté entre le tribunal militaire et l'ONU, soupire aujourd'hui au Faso. C'est un os en travers de la gorge des autorités, clame tout court le pays. N'y a-t-il donc pas eu des hommes de droit au Burkina, selon l'Express du Faso, car la décision onusienne pour l'Express du Faso, et selon laquelle la détention de Bassolé est arbitraire, reste comme une gifle, et mieux, montre qu'il n'y avait pas d'hommes de droit sincères parmi ceux qui ont incarcéré illégalement Djibril et qui auraient pu le libérer. Libérer Djibril, explique aujourd'hui au Faso. En effet, lors de son arrestation, Djibril était un civil. C'est pourquoi, ajoute notre confrère d'aujourd'hui au Faso, les avocats de l'incarcéré jugent incompétente la justice militaire et invoquent un tribunal de droit commun. Le pays n'est pas en reste et trouve plutôt que l'ONU cloue au pilori ainsi l'État burkinabé coupable des droits du prévenu à un procès équitable devant un tribunal militaire alors que l'intéressé n'était plus militaire. C'est donc, selon le pays, un dilemme cornélien pour les autorités burkinabées qui doivent impérativement communiquer. Et du succès de cette communication dépendra la sérénité nationale, conclut le pays. En attendant, Mayaga Sanou, elle, communique sa réponse à la France. Plus tôt, l'observateur fait écho d'une plainte d'une veuve d'anciens combattants adressée à la France qui reste silencieuse dans le versement de la pension du caporal-chef, son mari. Merci d'avoir suivi les informations de la mi-journée sur la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.